Alassa Kosangi Dede Sombo Kaka Patrick Kosangi Juvenal Boka Matinda moye koli ningi asina te polo changer mama tene na bitene swalo mi tena kite oli kamo yelo ningi kanta kwa benge urueke matinda moye koli ningi asina te polo changer iri binga lo yeke tambula deux à deux mais asila toto pata kula matinda moye koli ningi asina te polo changer mokuna lokete mobata tangani papaye mbanga tikekereke banga kaye ndenge urueke matinda moye koli ningi asina te polo changer Agingo Elisha na yingo bongo kwen pate mongoro ane itingi tege na zuke lake kwenyo molamba kiwi kwenyo molamba kine maputa ndege komandiro balana we Kabwa Titi ile mbao ile mbao ndai ile mbao ile mbao ndai ile mbao kulu amango Le directeur de cabinet, le commandant du ministre. Je donne la parole au coordonnateur Thiède pour son allocution. Merci à tous. Je suis Jean-Jacques Dumain Matamale, coordonnateur du Centre pour l'information environnementale et développement durable ainsi que le CIEF. Je suis particulièrement heureux de vous voir ce matin très nombreux pour pouvoir nous accompagner dans cet atelier de lancement. Notre joie est immense de voir le représentant personnel du ministre Thierry Camache en Péché. Vous êtes sans ignorer que la journée d'aujourd'hui est plein de chefs de l'État avant quand même ce jour. Donc les membres du gouvernement que nous avons invités ne seront pas avec nous. Pour notre gouvernement, ce projet va regrouper plus de 4 sectoriels. Le ministère de l'Environnement, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère du Cadastre, de l'Agriculture. Et donc voilà, le directeur de cabinet représente l'ensemble du gouvernement. Alors donc nous sommes heureux de vous recevoir à cet atelier de lancement du projet. Et il faut très rapidement signaler que c'est un projet qui a été entièrement identifié, rédigé, conçu
par l'ONG Ciel. Et donc nous avons soumis à des partenaires, à des bailleurs. Nous avons identifié cette idée de projet pendant que nous travaillons dans la zone de l'Équateur, la région de l'Équateur, la région numéro 2, qui regroupe la Mambéré KDI, le chef-lieu Bergerati, Mambéré, Nana Mambéré et la Sanga Baïri. C'est lorsque nous travaillons là-bas pour élaborer les plans de développement locaux des sous-préfectures. Et nous avons identifié un certain nombre de problèmes. Ces problèmes touchent principalement les populations autochtones, les femmes et les jeunes. Ces problèmes, c'est l'accès à la terre. L'accès à la terre pour les peuples autochtones, pour les femmes et pour les jeunes, c'est vraiment tout un problème. Et lorsque nous avons parcouru la législation, nous avons compris que notre législation, même si elle n'est pas encore très complète en la matière, fait vraiment une part belle à ces communautés. Mais c'est beaucoup plus l'ignorance. Et nous avons travaillé ce projet, nous avons soumis à notre partenaire, le RRI, Resus White Institute, qui a bien voulu vraiment travailler avec nous. Et aujourd'hui, nous avons le financement. C'est l'atelier de lancement que nous procédons aujourd'hui. Pour votre gouvernement, je l'ai déjà signalé, la zone de couverture, c'est la zone de l'Équateur. Pourquoi vous êtes tous ici? Vous êtes sans ignorer que la question foncière touche un certain nombre de sectoriels, même au-delà des sectoriels. Alors dans cet atelier, nous allons présenter le projet et nous serons très très ravis de recueillir vos commentaires pour pouvoir recadrer le travail sur le terrain. Les sectoriels sont sur le terrain. Les agences des Nations Unies sont sur place. Certaines ONG nationales et internationales sont sur le terrain. Ils sont bien avant nous. Ils ont beaucoup d'informations. Voilà pourquoi nous avons invité tous ici de formuler des commentaires pour pouvoir recadrer ce projet. Deuxième chose, c'est de voir des possibilités de synergie avec vos actions sur le terrain. Comment, à partir de ce projet, nous pouvons développer des synergies avec ce que vous faites déjà sur le terrain. Je prends l'exemple de FAO. FAO avec le programme TRIP, ils sont dans la région. Comment on peut développer des synergies? UNICEF, l'UNESCO, etc., etc. Nous pouvons développer des synergies sur le terrain. Donc voilà mes mots d'introduction, monsieur le représentant du ministre. Et nous avons prévu faire des petites communications. Nous allons faire une communication sur l'ONG même Ciel. Ça va prendre au moins 2 minutes. Vous ayez une petite idée sur l'ONG Ciel. Après, nous allons présenter le projet. Ensuite, il y aura un spécialiste du domaine des fonciers qui va présenter le cadre institutionnel et législatif. Et nous allons aussi donner la philosophie de Clarify, c'est la philosophie même de notre bailleur, pour vous donner un aperçu. Nous allons prendre des commentaires, nous allons échanger et nous allons clôturer. Après cela, nous allons joindre l'utile agréable pour pouvoir nous séparer. Mettez-vous à l'aise, ça ne va pas aller au-delà d'1h30. Faisons en sorte que nous restons dans le temps pour vous permettre de vous libérer à temps. Mais dites qu'après ce lancement, nous sommes disposés à recevoir, à continuer à recevoir vos commentaires et des possibilités de synergie. Donc sans plus tarder, je demande à l'équipe du Ciel de procéder à la première exposé. Je vous remercie. Le projet pour lequel vous et moi nous sommes invités, c'est extrêmement important pour qu'on puisse présenter le logiciel dans toute sa ramification.
Donc, l'histoire du CIED. Le CIED est une organisation non gouvernementale du droit centrafricain, créée le 10 juillet 2010 au cours d'une assemblée générale constitutive à la volonté de quelques cadres intellectuels, étudiants, élèves. Son objectif est de réduire en matière de disponibilité et de promotion des informations environnementales et forestières en Centrafrique. Sa mission est de contribuer et veiller à l'application des décisions touchant aux droits des communautés locales et peuples autochtones pour une gestion participative et durable des ressources naturelles. Entre autres, le ciel. Une fois de plus, bonjour à tous. Je suis Prince Danganama Tamane, le chargé de programme de l'ONGCN. Je vais vous présenter le projet. Donc, le titre du projet, c'est garantir les droits et les terres des communautés pour la conservation de la biodiversité, la résilience climatique et l'amélioration des conditions de vie en République centrafricaine. C'est le plan de notre présentation. En grand terme, nous allons voir le contexte, les objectifs spécifiques, les résultats entendus, les partenaires, la durée du projet et les ordres d'intervention. C'est le contexte de notre présentation. En République centrafricaine, les textes régissant les droits fonciers posent que l'État est le seul propriétaire des terres, mais attribue à différents acteurs certaines zones de forêt pour sa conservation ou son exploitation. À ce jour, l'intégralité du massif forestier du sud-ouest du pays, soit près de 3 millions d'hectares de forêt dense, a ainsi été allouée sous forme de concession d'exploitation forestière ou à des aires protégées. Pourtant, ce pays est l'un des rares pays africains ayant ratifié la Convention 169 de l'OIT sur les droits des peuples indigènes et tribaux. C'est l'objectif de notre projet. Le projet vise à fournir un accompagnement aux populations autochtones, c'est-à-dire les Maraka et les peuples. Comme les communautés locales, jeunes, femmes, de la région dite région de l'Équateur, qui regroupe 4 préfectures de la République centrafricaine. La reconnaissance et la sécurisation des pays. La région numéro 2, dite de l'Équateur, et dans certaines préfectures de la Lovaille, comme la Poko et la Waka, où vivent les autochtones peuples. Le résultat numéro 2, élaborer de manière inclusive une note plaidoyer sur les réformes, code forestier, code de l'environnement, code foncier, agropastoral et la loi sur les peuples autochtones. 3. Engager les politiques à la reconnaissance et à la sécurisation des terres, des droits fonciers coutumiers, la garantie des droits d'usage coutumier, l'intégration d'une consultation libre, informée et préalable dans les réformes juridiques en cours. Le résultat 4, restaurer au moins 60 hectares par les communautés à l'échelle des villages dans la région numéro 2. Les partenaires. Le partenaire financier de ce projet est le Relatif Ressources, on a abrégé RRI, à travers le Clarifie, qui est un mécanisme de fonctionnement flexible destiné à soutenir les efforts menés localement qui ont le potentiel de garantir les droits et les résultats de conservation. La durée et le coût du projet. Le projet a une durée de 3 ans, c'est-à-dire du 1er juin 2023 au janvier 2026. Le coût du projet est de 300 millions de francs CFA. Là, c'est les zones d'intervention qui regroupent 4 préfectures, à savoir la Nana Mambéré, la Mambéré, la Mambéré Kadei et la Sanga Mambaye.
Donc l'équipe du projet va se loger à Berbérati, la capitale de la région numéro 2. C'est là-bas que l'équipe va se baser. Sur ce, j'en ai fini. Singilani. Merci. Bonjour, monsieur le directeur. L'exercice dont j'ai l'honneur de faire montre ici, c'est de faire un petit exposé, une petite présentation sur les droits fonciers des peuples autochtones en RCA. Les peuples autochtones, selon la Convention 169 de l'OIT, qui a été ratifiée par la République centrafricaine en 1989 et qui est entrée en vigueur en 2011, concerne pour nous ici, selon les gens qui ont négocié la signature de cette convention, concerne seulement 2 peuples autochtones. Donc il y a d'autres 3 frontières qui devaient être représentantes, mais chez nous on a pris en compte les peuples Bayaka, c'est-à-dire les Guinées et les Peuls. Mais selon le texte, il s'agit seulement des Peuls Moro. Alors même parmi les Peuls, il y en a beaucoup, mais il s'agit seulement de ces 2 peuples autochtones. Peut-être que lors d'une éventuelle révision de cette convention, on sera obligé d'intégrer certains peuples autochtones qui sont là en voie de disparition, les Ngri par exemple, les Mutos et autres qui sont écartés de cette première convention. Notre présentation va s'articuler autour d'une petite introduction, une petite historique en faveur de l'administration en faveur des peuples autochtones, les droits d'accès et de gestion de la terre en Centrafrique, les procédures d'obtention de titres de propriété. Là, ce serait un survol, parce que ça ne concerne pas directement l'intervention, mais c'est à titre indicatif. Il y a le cadre juridique du droit foncier des peuples autochtones, le règlement des conflits fonciers, les forces et faiblesses de la législation nationale, et nous allons boucler par une petite conclusion sous forme de recommandation. En introduction, nous allons dire que le 26 février 1885 est intervenue à Berlin la signature de l'acte général de la conférence de Berlin. Il s'agissait d'une conférence réunissant les puissants du monde, les grands pays du monde en ce temps-là, pour le partage de l'Afrique selon les zones d'influence entre les Anglais, les Français, les Portugais, les Espagnols, ces grands pays. L'Italie, quand bien même il s'agissait seulement de 2 territoires, la Libye et l'Éthiopie. Et ils ont défini leur zone d'influence et ils ont fait leur cartographie et ils ont imposé que cette cartographie devait servir de frontière pour ces pays d'Afrique. Donc ils ont divisé des sociétés, ils ont divisé des empires, ils ont divisé des familles. Et voilà la ligne de partage entre les Français et les Anglais chez nous ici. C'est la rivière au Congo, les Belges sont de l'autre côté et les Français sont ici. Et ils ont divisé ces pays pour pouvoir les exploiter. C'était des colonies d'exploitation. Il y a certains, pour les Anglais, c'était des colonies de peuplement, mais pour la plupart, surtout les Français, c'était des colonies d'exploitation. Et voilà que chez nous ici, en 1890, il y a la création du poste militaire. En 1889, il y a la création du poste militaire de Bangui par Michel Delisle. C'était à l'embouchure de Coco et Bangui. C'était vers Dibo, et Tété. Ils définissent des modes d'accès et de contrôle de la terre. Et ça forme ce régime foncier-là. L'administration foncière est partagée entre plusieurs départements en Centrafrique, l'agriculture, ainsi de suite. Donc, tous ces départements-là forment ce qu'on peut appeler l'administration foncière. C'est-à-dire que les ressources sont utilisées et gérées pour répondre aux besoins de la population dans le pays ici. Et l'enrichissement des terres, pour la plupart jusqu'à présent sur le plan des pour l'immatriculation. Donc l'enrichissement des terres, c'est le processus d'inscription des lois réelles, des logements, terres et biens dans un registre public de propriété en Centrafrique. Il y a 3 étapes pour obtenir un titre de propriété ici en RCA. Il y a 2 lois principales pour la gestion du foncier. C'est sur cette base qu'on donne les arrêtés provisoires et les arrêtés définitifs de propriété.
Il y a le décret, on peut dire le décret là aussi, c'est la procédure d'immatriculation sur le livre foncier. Mais le texte base reste ce décret colonial. Nous avons la procédure d'attribution provisoire. L'arrêté provisoire, par exemple, c'est l'arrêté où vous voulez construire. Par exemple, vous faites la demande au niveau de l'urbanisme, on va considérer un terrain dans un lotissement et autres. On va vous donner le terrain, vous payez les taxes. Et on va vous donner 4 ans à Bangui, 5 ans en province pour mettre en valeur le texte. La mise en valeur, c'est la construction ou autre. Ça peut être à usage d'habitation pour la maison. Ça peut être à usage agro-pastoral pour faire une ferme et autres. Et si vous finissez l'investissement, vous revenez, on vous donne l'arrêté provisoire, en précisant. Si vous investissez, on vous donne l'arrêté définitif. Si vous n'investissez pas, le terrain va faire objet de retour au domaine. L'État et on va donner à quelqu'un d'autre qui est donc vraiment dans le besoin. Donc ça, c'est l'arrêté provisoire. Vous avez la documentation, vous pouvez prendre après. Si les organisateurs le veulent bien. Et la deuxième procédure, diapo, l'arrêté définitif, vous allez faire les autres démarches au niveau des domaines pour avoir le titre foncier. Donc ça, c'est l'étape suivante, diapo. Pour aller vérifier les bornes et autres, si les bornes ne sont pas déplacées, on va vous demander de payer des taxes pour l'immatriculation et les autres taxes connexes, paiement des taxes. Il y a la publicité foncière qui est faite. Pourquoi publicité? On met à la disposition de chacun l'information que M. X veut immatriculer un espace. Ça fait, tout est réglé. La justice va donner son OK pour dire non, il n'y a pas de contentieux. Donc, l'immatriculation peut être établie dans le livre foncier. Et on vous délivre maintenant le livre foncier qui vous sert maintenant avec la valeur vénale de votre bien, de bien précieux. Vous pouvez mettre ça en gage, en hypothèque, vous avez l'argent, vous l'amenez, ainsi de suite. Donc, notre terre est en train de faire l'objet d'une convoitise énorme. Il y a des étrangers qui viennent. Nous ne voyons pas l'intérêt, c'est-à-dire les richesses de notre foncier. Ce sont les étrangers qui viennent maintenant s'accordement. Nous n'avons pas la possibilité de trouver des hectares à usage agro-pastoral, à usage d'habitation et autres. Mais selon la réforme que nous sommes en train de faire, il va falloir vicier un peu ce désordre. Ils investissent, ça reste propriété des Centrafricains. Et nous sommes en train de perdre le contrôle de français aux étrangers. Et ça va nous permettre maintenant de revoir les modes d'accès à la propriété, que ce soit au niveau de la succession, donation, achat, vente, testament de propriété, c'est quoi? Droit d'usufruit, droit d'usage, droit d'habitation, droit de superficie, servitude, hypothèque, privilège et autres bail en phytochie. Au moins, on va insérer dans notre législation. J'ai mon foncier, vous avez votre capital, votre argent. Je mets chacun qui est profite de ça, ça reste tout mon foncier. Et même si plus 1 c'est moi, R plus 2 c'est mon voisin, ainsi de suite. Chacun a cette propriété, mais la gestion des espaces communs, il n'y a pas cette notion de propriété parce qu'il n'y a pas un encadrement juridique. Ou s'il y a des opérations d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, on sera obligé de porter atteinte à ces droits de propriété pour un temps. Et puis ça va être la responsabilité du conservateur. Parce que le conservateur aussi a des responsabilités. Combien même la prise en charge du peuple autochtone sur les travaux forcés. C'est cette convention qui a permis au président Boganda de mener sa mission africaine. Il a mené avec ses verbes clés, instruits, et autres. Et il a mis l'Afrique là. C'était le nom d'un parti en France. Là, vous n'avez pas ce régime-là, RPF là. Et les gens croient que RPF là, c'est les travaux forcés. Même nous ici, lorsque tu parles de RPF aux anciens, ils pensaient directement à ce travaux forcés. C'est cette convention qui est venue mettre fin un peu à ce régime de RPF. En 1958, il y avait ratifié, surtout au niveau de la proportion impôt. En 1981, il y avait le 8 mai, ça c'est au niveau international toujours, il y a la ratification de la Convention 169 sur les peuples indigènes et tribaux par nous en 1989, mais c'est encore en vigueur en 2011. Et la révision en 1991 de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes
91, Convention d'élimination de toute forme de discrimination. C'est revenu deux fois. En termes, ça c'est au niveau des Nations Unies. Et il y a aussi le protocole pour les droits de propriété des personnes déplacées. Tout ça, et c'est cette convention que nous avons utilisée pendant la crise ici pour les déplacés internes et les réfugiés. Le cadre juridique national, pour l'urbanisme par exemple, il y a les codes forestiers, codes de l'environnement, codes miniers, codes bleus, etc., codes fonds sauvages. Il y aura un nouveau code domanial avec l'intégration de protection des logements, terres et propriétés des personnes déplacées internes, des réfugiés, des minorités. Il y aura le code de la promotion immobilière, leur portant un régime de propriété foncière, c'est-à-dire que le décret de 1899 sera transformé en loi avec les préoccupations que nous avons dit, copropriété et autres. Nous avons la suite du cadre juridique national. Il y a, sur le plan général, il y a la Constitution, et surtout en matière de la protection des peuples autochtones, la Constitution a déjà été déclarée. La Constitution de 2023, du 30 août 2023, promulguée par décret numéro 23 199 du 30 août 2023, en ses articles 12, 13, 72, a défini le cadre de la protection des peuples autochtones. La loi 07-018 du 28 décembre 2007 portant code de l'environnement et cette application a aussi donné des orientations, des dispositions pour la protection de ces peuples. C'est-à-dire que surtout des textes d'application du code de l'environnement, que ce soit les textes, les arrêtés qui concernent l'évaluation environnementale, ou les arrêtés qui concernent les études d'impact environnemental et social, ont donné vraiment des mesures par rapport à ces études. Et il y a la loi 08-022 du 10 octobre 2008 portant code forestier et ces textes d'application, surtout en matière de texte qui est en bas de décret sur les modalités de forêt communautaire, a aussi donné une part bête pour la protection de peuples autochtones. Il y a la loi 016, institution des parité, aux femmes et aux emplois publics. On va offrir une liste de 5 personnes. Et donc, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, mais nous aimerons beaucoup plus avoir des commentaires. Comme je l'avais dit, l'exercice, c'est pour vraiment recueillir vos commentaires pour pouvoir mieux encadrer le projet. Donc, on va prendre une liste de 5 personnes. Et il y a le directeur Boulevard. Il y a le directeur Boulevard et puis le directeur... Depuis l'indépendance, depuis 2012, c'est 2012 qu'ils ont commencé. Donc, qu'est-ce qu'ils font exactement dans ce pays? Je vous demande. Les autres sont avancés. Et maintenant, on a tout bradé. Maintenant, on va le faire. Est-ce que, moi, j'aimerais que dans cette loi, ou peut-être ce qu'ils sont en train de faire, il faut mettre un texte de rétrocession de ces terres. Parce que tout a été acheté. Même nous-mêmes, nous vendons tout ce qui est patrimoine de l'État. Donc, il faut mettre des textes qui vont essayer de récupérer une bonne partie pour établir les choses. Sinon, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On va tout vendre et puis finalement, ça, c'est ma contribution. La deuxième, c'est une question de précision. J'ai vu dans votre dépliant et puis au niveau de la présentation que vous avez ciblé. Tantôt on parle de la LOBAI, l'Ombela-Popo pour le projet, n'est-ce pas? Mais vous êtes focalisé au niveau de... Vous avez dit que ça va être logé au niveau de Namambéré et apparemment c'est seulement au niveau de Namambéré. Vous avez précisé en ce qui concerne les autres régions. Par exemple, la LOBAI et l'Ombela-Popo. Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que vous parlez de Mambéré, KDI, etc., etc. Et aussi, il faut faire très attention parce que deux fois les projets, on les répète, on fait la même chose. Il y a un projet qui est en cours actuellement, je suis le responsable administratif du projet TRI. Donc il faut voir complètement ce qui s'est fait dans cette zone-là et contribuer dans d'autres zones parce que sinon ça va être de l'édit. Voilà ce que j'ai dit à propos. Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, je félicite d'abord les présentateurs pour la présentation et puis le projet aussi. Ce que je voudrais relever ici, qui est en partie à cause de nos désordres, c'est l'aménagement du territoire, qui malheureusement n'a pas été abordé dans la question. Parce que si on a cette question d'aménagement du territoire, on a cité dans la présentation, j'ai vu c'est cité seulement en Afrique,
C'est cet outil-là qui devait nous permettre à définir un plan d'utilisation de terre cohérent, intégré, qui puisse satisfaire le besoin des uns et des autres. C'est important parce que si aujourd'hui, tant en milieu urbain que dans le monde rural et autres, on voit, on se lève, on fait ce qu'on peut. Il n'y a pas une organisation de l'espace. Par le passé, je donne un exemple simple. Si quelqu'un voudrait, selon ce qu'on a appris, quand quelqu'un voulait juste faire une petite activité agricole et autres, ils avaient au moins des autorisations, des agents d'agriculture et autres avant. Et ces agents d'agriculture passaient pour recenser tous ces éléments. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, je viens, je vois un pan de forêt ou d'espace, je me mets à cultiver, je fais ce que j'ai à faire. Si j'ai le besoin de construire ma maison, je le fais. Et c'est ça qui, aujourd'hui, entraîne tout ça. Les permis, par exemple, d'exploitation et d'aménagement sont attribués par des actes administratifs en marchant sur certains actes administratifs. Parce qu'aujourd'hui, les permis qui sont délivrés, est-ce que ça respecte le principe d'aménagement du territoire? Non. Je ne parle pas seulement des permis forestiers, des permis miniers et tout ça. C'est tous ces désordres qui font en sorte qu'aujourd'hui, le peuple autochtone qui était d'abord dans son territoire, il n'est pas considéré. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec les exigences environnementales, les gens sont obligés de dire non, on doit faire des études d'impact environnemental et social. Mais ces études d'impact environnemental et social devraient se baser sur, je reviens sur ça, l'aménagement du territoire. Sans ça, on ne peut rien faire. On peut définir les critères d'attribution des terres et autres, mais on ne sait pas, cette terre-là, comment on doit la délimiter? Comment on doit d'abord la délimiter? Ces travaux, à travers un plan, on dit, voilà, ici, on doit faire telle activité, et ceux qui ont besoin d'aller faire cette activité là-bas, on va leur donner la terre conformément à ce qui est prévu par l'aménagement du territoire. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est là le véritable problème. On peut aujourd'hui voir un peu partout, dans les aires de conservation, dans la région numéro 2, même Bangui aujourd'hui, ça pose problème. Tout ça, c'est un désordre. C'est pourquoi je reviens sur la question de professeur pour dire attention, nous faisons des choses de façon isolée et c'est pratiquement du doublon que nous sommes en train de faire. Donc, il faudrait à un moment donné qu'on puisse poser ces questions-là, surtout dans le domaine de l'environnement et de l'agriculture, du domaine forestier. Il faudrait vraiment qu'il y ait cette coordination sectorielle. Dans la mettre en place pour contribuer à la sécurisation des droits des peuples autochtones. Je voudrais ici rappeler tout d'abord que la C169, la convention C169 dont on parle ici, est la fille du Haut Commissariat aux droits de l'homme et à la bonne gouvernance, aujourd'hui est devenue Commission nationale des droits de l'homme par loi depuis 2017. La convention a été ratifiée le 30 août et non en 1949. 1949, c'est la date d'adoption de la convention. C'était le 27 juin 1949. Le Haut Commissariat de l'ordre, en abordant l'application de la convention 69, avait mis en chantier un avant-projet de loi que je suis vraiment ici content de voir que ça fait partie de l'activité de ce projet. Il s'agit de loi portant protection et promotion des protocoles en République centrafricaine. Ce projet de loi est toujours en chantier et le présent projet de loi partiel va appuyer le processus d'adoption de ce projet de loi qui a fait partie aussi du rapport de groupe de travail ad hoc par rapport à l'annexe 2 de la PPL. Ça faisait partie des recommandations qui étaient soumises au Monsieur le Président de la République. Donc je suis très ravi de voir que la loi sur les PIA fait partie de l'activité du projet de partiel. Je reviens un peu sur la présentation de l'expert de l'environnement, l'expert Cyril, qui est aussi mon collègue juriste. Enfin, j'ai attendu, il a parlé des domaines, des domaines publics de l'État, des domaines privés, des domaines
Il a parlé aussi des domaines des communautés membres. Est-ce que c'est dans quel texte? Je n'ai pas entendu les domaines des collectivités. Est-ce qu'il y a une mission? Et les domaines des communautés, là, est-ce que c'est dans quel texte? Parce que dans le processus de loi cadre sur le régime foncier et domaniaux, là, l'habilité a été donnée aux sociétés civiles de remplir l'article 25, si je ne me trompe pas, qui concerne les peuples autochtones. Donc, les conclusions ont été apportées avec l'appui notamment de l'UNHCR et d'autres partenaires. Là-dessus, je pense que le projet là va aussi appuyer l'avant-projet ou le projet de Bakar pour il fallait que tous les textes soient appliqués. Tous les textes, donc, tous les secteurs soient appliqués pour qu'on arrive à la mise en œuvre effective de la Convention 69 de l'OIT. Je pense que le projet de Pascal va y contribuer. Je vous remercie. Le modérateur de m'avoir donné la parole. Je veux m'avoir celle de mes prédécesseurs pour féliciter les exposants pour leur brillante représentation. J'ai peut-être 5 petites préoccupations par rapport aux exposés. En ce qui concerne la présentation du projet, le présentateur avait, à la fin de sa présentation, il nous a présenté la durée du projet, le montant du projet. Il a dit que le projet sera logé à Libération, dans la préfecture de Mambéré-Kadéré. C'est pourquoi j'aimerais savoir, est-ce qu'on a déjà mis en place l'équipe du projet? Si oui, est-ce que vous ne pouvez pas nous présenter l'équipe du projet en question? Ça, c'est ma première préoccupation. La seconde préoccupation concerne la zone de projet. Effectivement, lorsque vous regardez dans le document que vous avez mis à notre disposition, on vous a dit que le projet se situe au niveau de la zone de l'Équateur, qui est composée de 4 préfectures, à savoir Mambéré-Kadéré, Mambéré, Nana Mambéré, Sana Mambéré. Mais si vous parcourez le document en question, on vient encore nous dire la préfecture de l'Obaï, Ombela-Poko, Wakabo. Là, on n'est pas bien situé. Est-ce que vous ne pouvez pas nous situer sur la zone du projet en question? Ma troisième préoccupation, ça concerne les résultats du projet. Les résultats du projet recoupent le plus souvent des objectifs spécifiques. Si vous prenez l'objectif spécifique numéro 1, qui nous dit mener le plaidoyer en vue de la reconnaissance des droits fonciers communautaires dans le cadre de l'avant-projet du code forestier, code foncier, agro-pastoral et code de l'environnement. Mais si vous regardez le résultat 1 ne cadre pas avec l'objectif spécifique. Au contraire, c'est le résultat 2 qui cadre avec le premier objectif spécifique. Je ne sais pas si vous avez vu ça, si vous ne pouvez pas réorganiser. Maintenant, pendant la présentation du projet, moi je suis resté sur ma soeur. Pourquoi je dis ça? En réalité, on devait nous présenter le cadre logique du projet en question. Parce que là où on peut regarder, parce que dans le cadre logique, vous avez fixé des résultats ici. Mais quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de voir comment on peut atteindre des résultats escomptés? Là, je suis resté sur ma soeur. Je ne sais pas si vous avez déjà le cadre logique du projet. Le cadre logique, si vous pouvez nous présenter comme ça, à l'issue de ça, parce qu'on ne peut pas, en tant qu'un projet, lorsque quelqu'un arrive, vous nous présentez seulement le cadre logique du projet, il saura que voilà, ce projet va atteindre son objectif qui sait. Lorsqu'il n'y a pas le cadre logique, moi, je reste sur ma soeur. Maintenant, ma dernière préoccupation, ça concerne l'espace français pour sa dernière présentation. Effectivement, il a fait une très bonne présentation. Moi, je dis ça, c'est une très bonne présentation. Mais ce qui me reste, je suis un peu resté sur ma soeur dans la région où, quel est le lien entre sa présentation et le projet en question? En réalité, il devrait nous faire sortir le lien du projet avec les arsenals juridiques, français, tout ça. Mais moi, je ne vois pas le lien entre ce projet et sa présentation. Voilà, monsieur le modérateur, mais préoccupation, je vous remercie. Merci
aussi à l'assistance. Je suis Abakatoya Issabi, secrétaire général du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de Centrafrique en la région Rebata. J'ai au moins 3 préoccupations et une contribution, c'est-à-dire 3 questions et une contribution. Alors, quand j'ai vu la présentation sur le projet, et en voyant déjà le thème du projet, je me dis que c'est un grand ouf de soulagement pour les PA. Sauf que dans la présentation, on a parlé de garantir les droits et les terres des communautés par la conservation de la biodiversité, la résilience climatique et l'amélioration des conditions de vie en RCA. Alors, tout de suite, j'ai souligné l'amélioration des conditions de vie. Dans la présentation, je n'ai pas vu sur quel domaine vous comptez améliorer les conditions de vie de ces peuples, puisque nous avons un domaine qui sont prioritaires pour nous. Mais dans le projet, on ne nous a pas expliqué si vous allez agir, c'est-à-dire dans quel domaine vous comptez améliorer leurs conditions. C'est un. Et de deux, toujours dans la présentation, on ne nous a pas présenté comment va se faire la mise en œuvre de ce projet, c'est-à-dire la gestion. Parce que quelque part, vous avez parlé de la composante et l'équipe. Et comme le prédécesseur avait déjà touché, c'était vraiment important parce que c'est là où il devrait avoir des interactions. Concernant les ONG qui ont déjà touché quelques domaines, pour ne pas évoluer d'une manière disparate ou de faire un doublon. Comment l'équipe de ce projet va être composée? Si vous pouvez aussi nous les présenter. Et je peux passer maintenant au niveau de contribution. Ça renvoie directement à l'expert qui a présenté sur les domaines fonciers. Je voudrais aussi que vous clarifiez les termes peuple autochtone et minorité. Parce que je vois que vous faites une confusion entre peuple autochtone et les minorités. On peut avoir une minorité. Et si, en République centrafricaine, on dit, les textes disent qu'on a identifié 2 communautés qui sont considérées comme, en termes, on dit, un peuple indigène et tribaux. Mais le peuple autochtone, ça, c'est une appellation qui est venue peut-être de la sous-région. Mais dans les textes, ce n'est pas du peuple autochtone, mais on dit peuple indigène et tribaux. Alors, c'est à l'issue des études. Ce n'est pas parti comme ça pour qu'on puisse identifier ces 2 peuples. C'est parti d'une étude menée par l'Union africaine et même une étude menée par la Nation unie. Et à l'issue de ces études, les rapports étaient versés au niveau du Conseil et par la suite, ces 2 peuples-là, on les a identifiés. Les minorités sont différentes. Pour la bonne qualité de leur présentation. Mais je ne vais pas reprendre ce que mes prédécesseurs ont dit. Puisque la plupart une partie de la préoccupation a été déjà prise en compte. Mais ça ne m'empêche pas de dire que je suis sûr que le projet de siège qui est axé dans la zone de l'Équateur, qui nous édifie que c'est un projet de 3 ans pour un budget
300 millions et quelques. Et vous avez préconisé la sauvegarde d'au moins 60 hectares de terres forestières pour la conservation de la biodiversité. Ma préoccupation, c'est la méthodologie que vous allez devoir employer pour cette conservation de la biodiversité. Est-ce que c'est la méthodologie qui concerne à sauvegarder seulement les espèces existantes à travers le processus de la régénération naturelle ou c'est comment? Parce que je me réalise que Profi Aroma qui a bénéficié de l'autorisation du ministère en charge des eaux forêts de l'environnement pour implanter à Bagadou un jardin agro-silvo-pastoral depuis le 25 mars 2002. Nous, on a privilégié cette méthodologie qui consiste à faire la diversification, c'est-à-dire d'introduire de nouvelles espèces floristiques et fauniques, les enrichir, les développer. Et c'est lorsqu'on atteint l'équilibre de cette biodiversité qu'on laisse maintenant la nature suivre son cours. Je ne sais pas si dans la zone de l'équateur, s'il n'y a pas des escargots géants, les acantines, le mieux c'est d'introduire la continu-culture. Donc de développer ces types d'escargots géants pour améliorer les conditions de vie. Et tout de même pour la biodiversité faunique qui va nous amener à développer par exemple les lacs à grenouilles, les lacs à tortues, et même les lacs à caïmans pour donner plus d'éléments de subsistance à la population locale. Et je me demande, est-ce que en développant cette biodiversité, en enrichissant cette biodiversité, est-ce que vous tenez compte de l'aspect accès et partage des avantages liés à l'utilisation des ressources génétiques pour ne pas laisser libre cours au biopiratage? Je vous remercie. Merci. Et c'est un produit qui est volant, chacun peut le retirer et voir dans quelles conditions on peut aller ensemble. Ce n'est pas vraiment un atelier de renforcement de capacité, non, mais c'est juste on lance le produit. On vous a donné des informations claires et précises. Vous avez fait des réactions. On va prendre au moins, on va répondre à au moins 3 préoccupations. La première préoccupation qui est revenue, c'est la zone d'intervention. La zone d'intervention du projet, c'est la zone, la région numéro 2, la zone de l'Équateur. Le siège du projet va être basé à Herbérati. La zone de l'Équateur, ça fait 4 préfectures. Maintenant, pourquoi on va aller jusqu'à dans la Waka, dans la Dubaï? C'est parce qu'il y a des peuples autochtones qui s'y trouvent. Vous savez qu'on a connu des problèmes, des déplacements. Il y a des populations qui ont quitté leur forêt, qui ont quitté leur savane, etc. Et les peuples autochtones, notamment les Baka et les Moro, ont été aussi dans cette situation. Le directeur de l'ISDR a parlé de restitution, de restauration des terres. S'il s'avère que dans la Waka, il y a un cas pareil, le projet va se déployer pour pouvoir appuyer cette communauté à rentrer en possession de ses droits à la terre. Si ça est dans la Dubaï, dans l'eau de la Coco, on va faire autant. Voilà pourquoi vous avez vu, on a parlé de Waka, on a parlé de la Dubaï, etc. Mais la zone d'intervention stricto sensu, c'est la région numéro 2. Voilà. Mais on va faire des ouvertures. Là où il y a les peuples autochtones qui ont besoin vraiment de notre aide, on va essayer de les appuyer. Donc, je crois que c'est vraiment sur ça. La deuxième chose, le projet est dirigé par moi-même, coordonnateur chef de projet. Jean-Jacques Turbin Matamale.
spécialistes des questions des ressources naturelles, spécialistes des questions des peuples autochtones, spécialistes en observation indépendante, etc., etc. Je suis gestionnaire de projet. Moi-même, je vais gérer le projet. Je suis assisté de 2 jeunes, notamment Dangala Matama le Prince, c'est mon assistant, et Jean-Pierre Bonayassé, c'est notre assistant. Ils ont des qualifications et on va travailler ensemble. Le focus particulier, on va travailler avec tous les sectoriels. Voilà pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Nous sommes déjà ravis que le directeur de l'aménagement du territoire est en train de faire de bonnes propositions. D'autres, comme ISD, etc., sont en train de faire de bonnes propositions. C'est un atelier de lancement. On vous présente seulement le produit. On va parler dans les détails. On vous a fait comprendre qu'on va collecter vos commentaires pour pouvoir recadrer. On va rester dans les cadres logiques, etc. Folklore, non. Nous sommes encore ouverts et on va faire le même exercice avec Belati. Là où on va inviter les autorités locales, les peuples autochtones, etc. Et ce sont ceux-là qui vont nous dire encore comment la méthodologie, on ne va pas inventer la méthodologie qui va se faire à Mosapula. On ne va pas inventer la méthodologie qui va se faire à Niemnelewa, etc. C'est là-bas qu'on va vraiment avoir la matière pour pouvoir développer. Et on ne va pas développer les essences, hein, excusez-moi professeur, on va faire vraiment de la biologie. Mais notre problème c'est que si la communauté pense que nous voulons reprendre notre terroir, nous voulons acquérir, nous on va faire avec. Et notre objectif c'est d'appuyer au moins 10 communautés. 10 communautés demanderesses qui veulent vraiment avoir la terre. Si on atteint cet objectif, si on dépasse, voilà. Et on va beaucoup travailler avec le CASAS. On va travailler avec des projets. J'avais dit même tout au début de mon intervention que nous cherchons des synergies. On n'invente pas la roue. Ce n'est pas aujourd'hui que cette question-là démarre. Il y a TRI, il y a beaucoup d'initiatives qui sont déjà sur le terrain. Je vous annonce qu'à Belberati, on a déjà saisi au niveau de FAO le jeune qui travaille là-bas. On a déjà saisi le DR de l'environnement. On a saisi les cadastres, etc. Beaucoup de DR sont déjà mis en contribution. Et donc, voilà. Alors, donc, vos préoccupations, on les prend. Nous ne sommes pas là pour vraiment rejeter tout ce que vous avez dit. Mais on prend, on va recadrer. Mais la porte est ouverte. Si vous avez vraiment de la documentation, si vous êtes déjà sur le terrain, notre porte est ouverte. Notre porte est grande ouverte. On va prendre au moins une semaine pour travailler avec Lucia Bani, Léonard. On va travailler avec le projet Maïngor, etc. avant de descendre sur le terrain. Je crois que si vous ne voyez pas d'intervenant, il y a Jules. Il y a Jules Tombé, le seul intervenant, le point, et puis on va passer. Une observation que vous avez faite concernant les concepts. C'est important que les experts puissent revenir là-dessus. Parce que dans le document, mais ce n'est pas maintenant, mais les concepts sont très très indispensables. Par exemple, je prends le cas sur Africain. On a un régime foncier qui est aujourd'hui clair. Même la loi 63 là. Non, c'est une motion que je demande. 4500 hectares qui devaient être concédés aux peuples autochtones. Je crois que les peuples autochtones sont des peuples qui sont évolutifs dans l'espace. Ils sont constamment en mouvement. N'est-ce pas? Vous prenez des BACA qui sont localisés dans une zone, c'est en fonction des ressources qui sont là. Vous prenez les Bororo, c'est en fonction de la période favorable pour la transhumance. Mais vouloir concéder 4500 hectares pour des peuples autochtones, est-ce que nous ne pouvons pas considérer en termes d'espace géographique, en termes d'espace, en disponibilité de ressources,
de la biodiversité, parce qu'avec les paramètres du changement climatique, si on concède un espace à un peuple autochtone et qu'il y a des paramètres du changement climatique, la biodiversité ne sera plus la même. Ces peuples-là seront contraints à des mouvements. Vous voyez? Donc cet aspect, il faudrait qu'on voit pour voir un peu comment, parce que si on ne peut pas considérer en termes d'espace, on se rend compte de la diversité biologique qui est là et voir comment est-ce qu'on peut délimiter un espace. Je vous remercie. C'est très important. Réagir. Si une communauté à Zanda, si une communauté à Bayana, Mosapola, etc., à Dende, tout ça, donc voilà. Si on arrive même à avoir 3000, 2000 morts, on va s'aviser, on dit que bon, on a fait des efforts, il n'y a pas eu de demandeurs, bon voilà, c'est des efforts qu'on a fait et puis bon. Voilà un peu ça. On va passer la parole à Cyril pour donner quelques aperçus. Juste 3 minutes. Une question qui nous a été adressée directement et qu'on voudrait apporter des éclaircissements. Le DGAT, c'est-à-dire le directeur général de l'aménagement, posé un problème pour dire qu'on a omis d'intégrer dans la présentation la loi 09003 par rapport à l'orientation sur l'aménagement du territoire. On n'a pas omis cela. On a pris des textes essentiels en lien avec la protection des peuples autochtones. Certes, cette loi est capitale parce que c'est ça qui oriente l'occupation de l'espace en Centrafrique. Et là, on va faire un jour, c'est plus parce que c'est capital. Mais ce qu'on peut ajouter à cela, c'est que ce soit le responsable numéro 1 de l'aménagement du territoire qui le dit. Depuis 2009, on a adopté la loi d'orientation sur l'aménagement du territoire, initiée par le ministère en charge de l'urbanisme. Nous-mêmes, au niveau du ministère de l'urbanisme, on n'a pas mis en application cette loi d'orientation parce que cette loi a prévu une nomenclature de lois que nous-mêmes, on n'a pas fait. Le territoire a vacillé entre plusieurs départements, ministère de plan par-ci, ministère des TP par-là, c'est revenu au ministère de l'urbanisme, on a monté le texte organique, on a nommé des gens en cette fonction. Ce sont ces gens-là, en l'occurrence le DG qui a parlé, qui devait mettre en place le cadre juridique, le cadre de mise en œuvre de cette orientation. Et jusqu'à présent, ça fait plus de 2 ans, ça n'a pas été fait. La faute appartient à qui? Parce que c'est intergouvernemental. Il est vrai que ça devait être chapeauté par la prémature, mais ça traîne. Ce sont ces mêmes responsables qui devaient initier les orientations, qui devaient initier un schéma national d'aménagement du territoire et pour faciliter la mise en œuvre de ce concept. Je suis désolé que ce sont ces mêmes-là qui viennent poser ce problème. On va continuer avec il y a une préoccupation de M. Kwaranga, et là, c'est une contribution vraiment efficace par rapport au cadre d'adoption de la ratification même de la convention. C'est lui le spécialiste de la protection de l'autochtone, donc je tire mon chapeau. Par rapport au domaine public, domaine privé, domaine de communauté, comme nous avons parlé, la loi déjà son 441 a défini les différents domaines. Donner une définition par rapport au domaine public, au domaine privé. Dans l'article 38, alinéa 3, on a dit qu'on peut donner des arrêtés, par exemple, pour un intérêt collectif, c'est-à-dire un intérêt communautaire. Si c'est un groupe ou une association qui fait une demande d'attribution d'une parcelle, ce serait pour un intérêt communautaire collectif. Il s'agissait de ça. La loi cadre au groupe de la société civile de monter les différentes orientations par rapport à ce genre de peuple dans la loi cadre. Et ça va permettre à l'État de transformer ces pratiques-là en texte écrit, en une loi écrite afin que l'application sur le terrain soit efficace. Nous sommes déjà dans cette dynamique. D'ici la fin du mois d'octobre, certainement qu'on va organiser la loi, l'atelier national de validation de cette loi cadre. Et si ça vient de la société civile, ça nous arrange, parce qu'il va falloir que vous, un intervenant parlait de confusion par rapport au concept de peuple autochtone, peuple indigène, minorité et autres. Ce n'est pas une confusion. Un peuple autochtone a sa manière de vivre, qui diffère un peu des autres, et reconnu mondialement que ça c'est un comportement à part pour ce peuple. Ici en Centrafrique,
Après ces études, ce groupe de travail, on a désigné comme peuple autochtone 2 peuples, parmi tant d'autres, par rapport à leur spécificité. On a donné cette qualité au peuple Bayaka et au peuple Peul Mbororo. J'ai dit le Peul Mbororo. Dans le groupe Peul, il y en a beaucoup. Il y a les Mbororo, il y a les Barara, il y a les Ouda, il y a beaucoup de peuples. Mais ici en Centrafrique, on a dit seulement Mbororo. Alors que les Barara, par exemple, ce sont des gens qui se pressent, les peuples qui se pressent. Là, on va donner. Peut-être qu'on a vu qu'au niveau des Mbororo, il y a d'ailleurs une manière spécifique de vivre, de se comporter, de faire des élevage et autres qu'on a vu. Mais on n'a pas fait une confusion à ce niveau-là. La conservation de la biodiversité, voilà le lien maintenant entre notre présentation et le projet. Vous voyez un peu le titre du projet. Garantir les droits et les terres des communautés, l'accès à la terre, j'ai fait retracer un peu le texte sur le foncier, tout dans différents domaines. Donc il y a un lien. On n'avait même pas besoin de poser ce problème-là. La réponse est donnée. J'en ai fini. Merci pour votre contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour... Et comme nous l'avons dit, on n'a fait que présenter le produit. Rien n'a encore ficelé. On a voulu recueillir vos commentaires pour pouvoir recadrer les choses avant qu'on ne descende sur le terrain. Parce qu'à Bayanga, on ne va pas avoir le DR là-bas. Le DG là-bas. À Bois, on va pas. Donc voilà, on a voulu, vous, les décideurs, on a voulu vraiment avoir vos commentaires. On va arranger les choses avant qu'on ne descende. Alors donc, merci beaucoup. Sans plus tarder, on va passer la parole à une information, c'est son suivant. Merci, coordonnateur. Représentants des ministères, honorables députés, mesdames, messieurs les représentants de la délégation de l'Union européenne, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais vous adresser mes sincères remerciements au nom du ministre de l'Environnement et du Développement durable et au nom de l'ensemble des personnes ressources qui ont animé cet atelier pour votre enthousiaste et active participation. Nous arrivons au terme de cet atelier de lancement du projet « Garantir les droits et les terres des communautés pour la conservation de la biodiversité, la résilience climatique et l'amélioration des conditions de vie en République centrafricaine ». Au nom du ministre de l'Environnement et du Développement durable, nous apprécions à sa juste valeur les efforts de l'ONG CIED, une organisation de droits centrafricains qui ne cesse de mobiliser des ressources pour appuyer le gouvernement en vue de l'atteinte des ODD et du RCPCA qui vient de s'achever. L'expertise du CIED dans la mobilisation, la gestion des ressources n'est plus à démontrer et nous appelons les bailleurs à travailler et appuyer cette organisation nationale qui intervient dans tous les domaines et sur l'ensemble du territoire. Le ministère mettra tout en œuvre pour la réussite de ce projet et on appelle aux élus de la nation, de la région de l'Équateur d'apporter les appuis nécessaires ainsi que les autorités administratives. Je saisis l'occasion pour dire merci particulièrement à l'organisation Ressources Right ainsi pour son appui technique et financier sans lesquels le projet ne pourra voir le jour, sans oublier les organisations et agences des Nations Unies en Centrafrique, les organisations internationales et les membres des organisations non gouvernementales qui ont fait l'effort de mettre en suspens leurs différentes occupations de venir participer à cet atelier. Nous les remercions vivement. Aux bénéficiaires du projet, je vous exhorte à prendre au sérieux et saisir cette opportunité pour tirer le maximum des avantages issus du projet. Je demande à l'équipe dirigeante du projet de tenir compte des commentaires et contributions des participants pour faire les recadrages nécessaires.
Nous ne doutons guère de ces objectifs seront valablement atteints, même si nous sommes conscients que les défis à relever ne manquent pas. Mesdames et messieurs, vous venez d'accomplir une œuvre historique d'intérêt national en participant activement à cet atelier dont l'objectif vise le développement et le bien-être des communautés. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans vous réitérer, au nom du ministre de l'Environnement et du Développement durable, le total engagement du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les différentes parties prenantes, à appuyer et contribuer à la réalisation de ce projet. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je suis Jean-Jacques Hubert Matamali, coordonnateur du Centre pour l'information environnementale et le développement durable. D'abord, pour commencer, vous venez de lancer un projet. Quelle est l'importance de ce projet? Bon, l'importance de ce projet, c'est juste pour permettre aux peuples autochtones et aux communautés locales de pouvoir accéder à la terre. Alors donc, c'est un produit et c'est un projet qui va garantir le droit d'accès à la terre des communautés locales et des peuples autochtones, notamment dans la région de l'Équateur, la région numéro 2. Donc voilà, pendant 3 années, nous allons travailler dans la région de l'Équateur avec les peuples autochtones. Les peuples autochtones, vous êtes sans ignorer qu'en Centrafrique, les peuples autochtones, ce sont les pygmées Aka et les Peuls, les Bororo. Et donc, vous êtes aussi sans ignorer que la région numéro 2 regroupe 4 préfectures. La préfecture de la Nana Mambéré, la préfecture de la Mambéré, la préfecture de la Sangambaéré et la préfecture de Mambéré-Kadei. Donc, c'est dans ces 4 préfectures qui constituent la région numéro 2 que nous allons travailler pour pouvoir garantir le droit à la terre des populations autochtones. Vous parlez de garantir la terre des communautés afin de parvenir à une conservation de biodiversité. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Donc garantir la terre, c'est partant du droit positif. Nous allons utiliser ce que le droit a prévu, le droit national et les conventions internationales. Nous allons travailler à partir de ces instruments juridiques que nous allons utiliser pour faire entrer les peuples autochtones dans leurs droits d'accès à la terre. Et donc, en ce domaine-là, il y a toute une littérature, il y a toute une disposition juridique qui sont là et que nous allons utiliser seulement ça pour pouvoir permettre à ces communautés d'avoir droit à la terre. Une fois qu'ils ont accès à la terre, vous savez, les peuples autochtones tels que les Pygmées, eux, ils sont dans les forêts. Et ce sont les grands conservateurs de la biodiversité. En garantissant leur droit à la terre, en faisant en sorte qu'ils sont propriétaires de terre là où ils sont, ils vont pouvoir aider à la conservation de la biodiversité. Ça va aussi influencer sur le changement climatique. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses que nous avons essayé de mettre dans ce projet-là pour pouvoir lutter aussi contre les changements climatiques. Ok, pourquoi le choix de la zone du Grand Ouest alors qu'aussi au nord-est nous avons des forêts? Bon, il faut noter que notre organisation a travaillé dans la région de l'Équateur. Et donc nous avons identifié un certain nombre de problèmes qui se posent à ces communautés. Dans la région numéro 2, il y a les 2 communautés autochtones. Nous avons les Peuls, les Bororo, nous avons les Pygmées Barka. Et c'est vers ces communautés-là que nous nous adressons. Et donc je disais tantôt, nous avons travaillé à élaborer les plans de développement locaux dans
dans cette région et nous avons identifié certains des problèmes. Suite à ces différents conflits que la RCA a connus, il y a eu des cas de déplacés, il y a eu des cas de réfugiés. Et vous voyez, ces communautés-là, à leur retour, dans leur déplacement, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas, même dans les terres où ils étaient avant de partir, ou maintenant, là où ils veulent s'installer, ils ne savent pas comment pouvoir accéder de manière juridique à ces terres-là. Donc nous allons les accompagner, on ne va pas essayer d'enfreindre à la loi, mais nous allons utiliser les instruments juridiques pour pouvoir faire entrer ces communautés-là à la terre. Et partant de cela, ils vont contribuer aussi à lutter contre le changement climatique, à protéger l'environnement, etc., etc. Donc la biodiversité de manière générale. Dans l'impact du projet, il en est ressorti la gestion durable des ressources naturelles et la contribution au développement socio-économique. Comment est-ce que nous pouvons comprendre, ou bien quelle explication pouvez-vous nous donner pour qu'on puisse être mieux éclairé? Effectivement, voyez-vous, les questions des terres se posent avec acuité. Une population qui n'a pas vraiment droit à la terre, c'est une population qui est laissée à la merci des éventualités. Mais une communauté qui s'installe, même au voisinage, ça va non seulement développer ce qu'on appelle la cohésion sociale, la cohabitation. Ça va encourager la cohabitation, ça va encourager la cohésion sociale, voyez-vous, et ça va maintenant faire, avec des effets induits, ça va provoquer le commerce, la gestion des ressources, etc., etc. Une population, bon, on va dire que les peuples autochtones sont dans leur majorité des peuples qui sont trop mobiles. Mais ils vont quelque part, ils reviennent toujours à la terre. Et des enquêtes que nous avons menées, même les Mboro aspirent à disposer de la terre pour faire même l'agriculture. Les Mboro aspirent à être des voisins même des autres populations, pour pouvoir encourager la cohabitation, la cohésion sociale. Donc, en les encourageant à cohabiter avec les autres, c'est-à-dire à disposer des terres, on encourage aussi le social, on encourage aussi l'exploitation des ressources, puisque en cela, ils vont aussi, ils vont pas faire du désordre, ils vont aussi s'adapter à la loi, ils vont respecter la loi, etc. Et vous voyez, ça va donner vraiment une harmonie, ça va donner vraiment toute une harmonie dans une communauté et ça va aider le pays. Quand on parle de projet, on parle de coût et on parle de durée d'exécution. Vous pouvez nous en dire? Oui, comme nous l'avons dit tantôt, le projet a une durée de vie de 3 années et avec un montant de presque 300 millions en CFA. Et donc c'est exclusivement dans la zone de l'Équateur, dans la région de l'Équateur, mais il peut y avoir des effets induits tels que dans la Waka, puisqu'il y a des communautés Peul, Mboro dans la Waka, notamment vers Gokolobo, vers Diafou, etc. Ces communautés peuvent nous saisir et nous serons à leur service pour pouvoir les aider. Nous pouvons aussi aller vers la Lobaye. Dans la Lobaye, nous avons les pygmées Aka. Nous pouvons aussi aider ceux-là. Mais vraiment le focus particulier, le lieu même, le siège même du projet, c'est dans la région de la région de l'Équateur. Michel, merci. C'est moi qui vous remercie.